Il y a plus de 31 000 ans, deux enfants ont perdu chacun une petite dent de lait sur un campement balayé par les vents, quelque part dans l'extrême nord de la Sibérie. Pour eux, ce n'était qu'un instant ordinaire, un événement que tous les enfants connaissent. Pourtant, ces deux minuscules dents allaient survivre à l'âge glaciaire, aux mammouths, aux empires, aux pyramides, aux guerres, aux civilisations et à toute l'histoire écrite. Des milliers d'années plus tard, des scientifiques allaient les ouvrir comme on ouvre une capsule temporelle et découvrir un secret capable de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur les premiers habitants de l'Amérique. Ce qu'elle renfermait ne révélait pas seulement l'histoire de deux enfants oubliés. Elle racontait l'existence d'un peuple entier dont personne n'avait jamais soupçonné l'existence. Un peuple disparu, sans laisser de chronique, sans monument, sans descendants visibles sur sa terre d'origine, mais dont l'héritage génétique vit encore aujourd'hui chez des millions de personnes. Avant de commencer cette incroyable histoire, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons les découvertes archéologiques, scientifiques et historiques les plus fascinantes de notre planète. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir aujourd'hui ressemble davantage à un scénario de film qu'à une véritable étude scientifique. Tout commence dans l'une des régions les plus hostiles de la planète. Au nord-est de la Sibérie, s'étend une immensité presque vide, où l'hiver semble ne jamais vouloir céder sa place. Pendant plusieurs mois, le soleil disparaît presque entièrement. Les températures plongent si bas qu'une exposition de quelques minutes peut devenir mortelle. Le sol reste gelé toute l'année. Cette couche de glace permanente, appelée pergélisol, conserve depuis des dizaines de milliers d'années des vestiges que le reste du monde aurait depuis longtemps effacés. Pendant longtemps, les chercheurs étaient convaincus qu'aucun groupe humain n'avait pu survivre dans une région aussi extrême durant l'âge glaciaire. Selon les modèles climatiques, les hommes vivaient bien plus au sud, là où les ressources étaient suffisantes pour assurer leur survie. Les territoires proches de l'océan Arctique étaient considérés comme pratiquement inhabitables. Les rares animaux capables d'y vivre semblaient déjà pousser les limites du possible. Alors, imaginez des familles, des enfants et des chasseurs installés durablement dans cet environnement paraissait totalement irréaliste. Au début des années 2000, une équipe d'archéologues russes entreprend pourtant une série d'expéditions le long du fleuve Yana, dans la République de Sakha. Leur objectif est relativement simple, étudier quelques formations géologiques mises au jour par l'érosion naturelle. Personne ne s'attend à découvrir l'un des sites archéologiques les plus importants du siècle. Puis, un détail attire soudain leur attention. Quelque chose dépasse de la falaise gelée. Au premier regard, cela ressemble à un simple morceau de corne emprisonné dans la terre. Mais en l'examinant de plus près, les chercheurs comprennent immédiatement que cette pièce n'a rien de naturel. La surface porte des traces évidentes de fabrication humaine. La corne a été soigneusement taillée pour devenir la partie avant d'une arme de chasse, probablement fixée à une longue lance destinée à affronter les gigantesques animaux de l'époque glaciaire. Cette découverte change tout. Si cette arme est réellement aussi ancienne qu'elle en a l'air, cela signifie que des êtres humains vivaient ici, à plusieurs centaines de kilomètres au nord du cercle polaire, dans des conditions que l'on croyait incompatibles avec la vie humaine. Les fouilles commencent alors sérieusement. Jour après jour, le pergélisol livre de nouveaux trésors. Des milliers d'objets apparaissent progressivement sous les mains des archéologues. Des pointes de projectiles sculptées dans l'ivoire de mammouth, des outils en pierre parfaitement travaillés, des armes composites fabriquées avec plusieurs matériaux, des fragments d'os transformés en instruments, ainsi que des objets décoratifs dont certains semblent avoir appartenu à des vêtements ou à des bandeaux portés sur la tête. Très vite, il devient évident que ce campement n'était pas un simple arrêt temporaire. Les habitants vivaient ici suffisamment longtemps pour fabriquer leurs outils, réparer leurs armes, préparer leurs repas, décorer leurs vêtements et transmettre leur savoir-faire aux générations suivantes. Mais une question demeure. Quel âge ont réellement ces objets? Les spécialistes prélèvent plusieurs échantillons afin de procéder aux datations. Lorsque les résultats arrivent enfin au laboratoire,
Un silence inhabituel envahit la salle. Les chiffres semblent impossibles. Le camp remonte à environ 31 600 ans. Pendant quelques instants, personne ne trouve les mots. Cette seule information suffit à repousser de plusieurs milliers d'années la présence humaine confirmée dans cette région de l'Arctique. Toutes les hypothèses élaborées pendant des décennies viennent soudain de s'effondrer. Des hommes vivaient ici, alors que le monde était encore dominé par les mammouths laineux, les rhinocéros laineux, les bisons des steppes, et d'immenses troupeaux de rennes parcourant les plaines glacées. Pourtant, malgré cette incroyable richesse archéologique, un élément essentiel manque toujours. Les chercheurs découvrent des milliers d'objets ayant appartenu à ces habitants, mais aucun habitant, pas le moindre squelette, pas un seul crâne, pas un seul os humain. C'est comme si une population entière avait disparu en laissant derrière elle toutes les preuves de son existence, sauf elle-même. Pendant près de 20 ans, cette énigme reste entière. Les scientifiques connaissent les armes utilisées par ces chasseurs. Ils savent comment ils fabriquaient leurs outils. Ils comprennent une partie de leur mode de vie. Ils peuvent même reconstituer certains aspects de leur quotidien. Mais ils ignorent totalement qui étaient ces personnes. À quoi ressemblaient-elles? D'où venaient-elles? Avaient-elles des liens avec les premiers peuples d'Europe, d'Asie ou d'Amérique? Toutes ces questions restent sans réponse. Puis, alors que les fouilles se poursuivent encore dans le Pergélisol, deux objets minuscules apparaissent enfin parmi les sédiments gelés, deux dents de lait. À première vue, elles semblent presque insignifiantes. Deux petites molaires perdues par deux jeunes garçons il y a plus de 31 millénaires. Pour beaucoup, elles pourraient passer inaperçues. Mais pour les généticiens, elles représentent peut-être la découverte la plus précieuse de tout le site. Car contrairement aux armes ou aux outils, ces dents renferment encore quelque chose d'infiniment plus précieux, l'ADN de ceux qui les ont portés. Et personne n'imagine encore que ce code génétique va révéler l'existence d'un peuple totalement inconnu, capable de réécrire l'une des plus grandes migrations de toute l'histoire humaine. Les deux dents sont soigneusement extraites du pergélisol, protégées de toute contamination et envoyées dans un laboratoire spécialisé en génétique ancienne. Depuis plusieurs années déjà, les chercheurs savent que le froid extrême peut préserver l'ADN pendant des dizaines de milliers d'années. Mais chaque échantillon est un pari. Le temps, les bactéries ou l'humidité peuvent avoir détruit l'information génétique depuis longtemps. Rien ne garantit que ces deux minuscules molaires contiennent encore des fragments exploitables. Le voyage de ces dents est presque aussi extraordinaire que leur histoire. Elles quittent les immensités glacées de la Sibérie pour rejoindre l'un des laboratoires les plus réputés au monde dans l'étude de l'ADN ancien. Là-bas, les scientifiques travaillent dans des salles où chaque particule de poussière est contrôlée. Ils portent des combinaisons intégrales, des masques et plusieurs couches de gants afin qu'aucune cellule moderne ne puisse contaminer des échantillons vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Le moindre cheveu tombé par accident pourrait fausser les résultats. Le moindre contact non contrôlé pourrait mélanger l'ADN d'un chercheur avec celui d'un enfant ayant vécu à l'époque des mammouths. Tout est donc réalisé avec une précision presque chirurgicale. Les scientifiques commencent par retirer une infime quantité de matière à l'intérieur de chaque dent. C'est là, au cœur de l'émail et de la dentine, que l'ADN est le mieux protégé. Les fragments sont ensuite purifiés, multipliés, puis comparés à des milliers d'autres génomes, anciens et modernes provenant de différentes régions du monde. L'attente est longue. Pendant plusieurs semaines, les ordinateurs analysent des millions de séquences génétiques. Les logiciels cherchent des ressemblances, des différences, des ancêtres communs. Peu à peu, un immense arbre généalogique de l'humanité se dessine à l'écran. Puis, les premiers résultats apparaissent. Ils surprennent immédiatement les chercheurs. La première découverte semble anodine, mais elle révèle déjà beaucoup de choses. Les deux enfants n'appartenaient pas à la même famille proche. Ils n'étaient pas frères, ils n'étaient pas cousins, ils n'avaient même pas de lien de parenté récent. Cette information paraît minuscule, pourtant elle change complètement la manière d'interpréter le site de Yana. Si deux garçons sans lien familial vivent dans le même camp, cela signifie que cette communauté ne se résume pas à une poignée de proches isolés au milieu de l'Arctique. Il existe probablement plusieurs familles vivant ensemble ou échangeant régulièrement entre différents campements.
Autrement dit, il ne s'agit pas d'un groupe condamné à survivre dans un isolement total. C'est une véritable société. Les chercheurs poursuivent leurs analyses. Ils recherchent ensuite un autre indice très important, la consanguinité. Dans les petites populations isolées, les mariages entre proches parents deviennent souvent inévitables. Cette situation laisse une signature très particulière dans l'ADN. Les généticiens savent reconnaître ces longues portions identiques héritées des deux parents. Mais ici, rien. Les deux enfants présentent une diversité génétique étonnamment élevée. Cela signifie que leurs parents trouvèrent des partenaires en dehors de leur propre famille proche. Ils entretenaient donc des contacts avec d'autres groupes humains. Cette découverte oblige les scientifiques à revoir leurs estimations. Au lieu d'imaginer quelques dizaines d'individus survivant difficilement dans le froid, ils commencent à envisager un réseau beaucoup plus vaste. Peut-être plusieurs centaines de personnes dispersées sur un immense territoire. Des familles voyageant selon les saisons. Des chasseurs échangeant des ressources. Des connaissances transmises d'une génération à l'autre. Une véritable culture adaptée à l'Arctique. Imaginez ce que cela représente. Pour survivre ici, il ne suffit pas d'être courageux. Il faut fabriquer des vêtements capables de résister à un froid mortel. Construire des abris isolés contre des vents glacials. Entretenir le feu en permanence. Connaître les déplacements des troupeaux sur des centaines de kilomètres. Préparer des réserves alimentaires. Fabriquer des armes suffisamment solides pour affronter des animaux pouvant peser plusieurs tonnes. Chaque hiver représente une épreuve. Chaque erreur peut coûter la vie. Pourtant, ces populations ne se contentent pas de survivre. Les objets retrouvés montrent qu'elles prennent également le temps de fabriquer des ornements. Elles décorent certains outils. Elles sculptent l'ivoire avec une remarquable précision. Pourquoi consacrer autant d'efforts à des objets qui ne servent pas directement à chasser? Parce que ces personnes ne vivaient pas seulement pour survivre. Elles possédaient déjà une identité, une culture, peut-être des traditions, peut-être des croyances. Peut-être même des récits racontés autour du feu pendant les longues nuits polaires. Chaque objet découvert laisse entrevoir une société beaucoup plus complexe que ce que l'on imaginait auparavant. Pourtant, le plus incroyable reste encore à venir. Les généticiens terminent enfin l'analyse complète des deux génomes. Ils les placent alors sur l'arbre généalogique de l'humanité. Normalement, chaque individu se rapproche naturellement d'une population connue. Certains appartiennent aux premiers Européens, d'autres aux anciennes populations d'Asie orientale. D'autres encore se rapprochent des ancêtres des peuples autochtones d'Amérique. Mais cette fois, quelque chose ne fonctionne pas. Les deux enfants refusent littéralement de se placer sur les branches déjà connues. Les chercheurs vérifient leurs calculs, ils recommencent les analyses, ils contrôlent les logiciels. Ils examinent les échantillons une nouvelle fois. Le résultat reste identique. Les deux garçons appartiennent à une population qui n'apparaît nulle, par ailleurs, comme si une branche entière de l'humanité avait complètement disparu de la mémoire du monde. Les scientifiques de l'AIGN comprennent alors qu'ils ne viennent pas seulement d'identifier deux enfants oubliés, ils viennent de mettre au jour un peuple entier dont personne ne connaissait l'existence. Un peuple resté invisible pendant plus de 30 000 ans. Et lorsque les chercheurs commencent à déterminer les origines de cette mystérieuse population, les chiffres qui apparaissent à l'écran deviennent encore plus stupéfiants. Car cette civilisation oubliée ne ressemble ni aux premiers Européens, ni aux peuples d'Asie orientale. Elle possède un mélange génétique totalement inédit, une combinaison qu'aucun chercheur n'avait encore observée dans toute l'histoire de la génétique ancienne. C'est à ce moment précis que l'étude passe d'une simple découverte archéologique à l'une des révélations les plus importantes jamais réalisées sur les origines des premiers habitants du continent américain. Les chercheurs baptisent alors cette population d'un nom qui résume parfaitement son importance, les anciens Nord-Sibériens. Derrière cette appellation scientifique se cache un peuple qui avait totalement disparu de la mémoire humaine. Aucun texte ne parle de lui. Aucun monument ne témoigne de son existence. Aucun récit transmis de génération en génération ne conserve son souvenir. Pourtant, il a vécu pendant des millénaires dans l'un des environnements les plus impitoyables de la planète.
En poursuivant leurs analyses, les généticiens découvrent que cette population s'est séparée très tôt des autres grandes branches de l'humanité avant de suivre sa propre évolution pendant des milliers d'années. Isolés dans les immensités glacées de la Sibérie, ces hommes et ces femmes ont développé leur propre identité génétique, tout en conservant des contacts avec d'autres groupes venus d'Asie. Mais la véritable surprise n'apparaît que lorsque les scientifiques commencent à comparer ce génome avec celui des peuples autochtones vivant aujourd'hui de l'autre côté du détroit de Bering. Les premiers résultats semblent presque impossibles. Les ordinateurs retrouvent une correspondance remarquable. Encore et encore. Les mêmes signatures génétiques réapparaissent. Les chercheurs comprennent alors qu'ils ne regardent pas seulement le passé de la Sibérie. Ils observent les origines d'une immense partie du continent américain. Pendant des décennies, les spécialistes ont tenté de reconstituer le parcours des premiers humains ayant traversé le pont terrestre de la Béringie, cette vaste bande de terre qui reliait autrefois l'Asie à l'Alaska lorsque le niveau des océans était beaucoup plus bas. Ils savaient que plusieurs migrations avaient probablement eu lieu, mais de nombreuses pièces du puzzle manquaient encore. Les 2 dents de Yana apportent enfin une réponse inattendue. Avant même que les premiers groupes humains ne pénètrent en Amérique, une importante partie de leur patrimoine génétique s'était déjà formée en Sibérie grâce au mélange entre les anciens Nord-Sibériens et des populations venues d'Asie orientale. Autrement dit, l'histoire des premiers Américains ne commence pas en Amérique. Elle commence bien avant, dans les plaines glacées de Sibérie. Les générations se succèdent pendant des milliers d'années. Les familles voyagent, les groupes se rencontrent. Ils échangent leurs connaissances, leurs techniques et leur héritage génétique. Puis, certains poursuivent leur route vers l'Est, franchissent progressivement la Béringie et finissent par atteindre un continent encore totalement vierge de présence humaine. Cette découverte éclaire enfin plusieurs énigmes qui résistaient depuis longtemps aux archéologues. Elle explique pourquoi certains anciens génomes retrouvés en Alaska présentent des caractéristiques que personne ne parvenait à interpréter. Elle montre également que les migrations humaines n'ont jamais été de simples déplacements linéaires. Elles ressemblent davantage à un immense réseau de rencontres, de séparations et de mélanges qui s'étend sur des dizaines de milliers d'années. Mais pendant que leurs descendants poursuivent de leur incroyable voyage vers les Amériques, les anciens Nord-Sibériens, eux, disparaissent progressivement de leur terre d'origine. Vers le moment où la dernière période glaciaire atteint son maximum, le climat devient encore plus rude. Les paysages changent, les grands troupeaux se déplacent. D'autres populations venues du sud et de l'est s'installent progressivement dans ces territoires. Peu à peu, les anciens Nord-Sibériens cessent à cause d'exister comme peuple distinct. Leur culture disparaît, leurs campements sont abandonnés, leurs traditions s'éteignent, leurs voix se taisent, leurs noms sont oubliés. Ironiquement, ceux qui ont marqué une immense partie de l'histoire génétique des Amériques ne laissent presque aucune trace dans la Sibérie moderne. Cette réalité rappelle une leçon fascinante de l'archéologie. Les peuples ne disparaissent pas toujours parce qu'ils sont vaincus. Souvent, ils se mélangent à d'autres populations, migrent ailleurs ou voient leur identité évoluer jusqu'à devenir méconnaissable. L'histoire humaine n'est pas une succession de civilisations immobiles. C'est un mouvement permanent. Et malgré toutes les avancées scientifiques, de nombreuses questions restent ouvertes. D'où venaient exactement les premiers anciens Nord-Sibériens? Comment sont-ils parvenus à survivre aussi loin au nord alors que tout semblait s'y opposer? Quelle langue parlaient-ils? Quels récits racontaient-ils à leurs enfants pendant les interminables nuits polaires? Aucune analyse ADN ne pourra répondre à ces questions. Les gènes révèlent les liens de parenté. Ils ne racontent pas les histoires. Ils ne restituent pas les chants. Ils ne font pas revivre les voix. Tout ce qu'il reste aujourd'hui de ces 2 garçons tient dans 2 petites dents de lait tombées par hasard sur le sol gelé d'un campement il y a plus de 31 000 ans. Ces dents ont traversé les millénaires. Elles ont survécu aux mammouths. Elles ont résisté au dégel. Elles ont attendu silencieusement sous plusieurs mètres de glace jusqu'à ce que des archéologues les découvrent au début du XXIe siècle. Sans elles,
nous ignorerions encore qu'un peuple entier avait vécu aux confins de l'Arctique, qu'il avait maîtrisé un environnement presque impossible et qu'il avait contribué à façonner l'histoire génétique de 2 continents. Les fouilles continuent aujourd'hui encore. Chaque nouvelle saison apporte son lot d'espoir. Les chercheurs savent que le pergélisol renferme probablement d'autres indices, peut-être même d'autres restes humains capables de compléter cette histoire extraordinaire. Chaque découverte pourrait modifier une nouvelle fois notre compréhension des grandes migrations de l'humanité. Il est même possible que les chapitres les plus importants n'aient pas encore été découverts. Quelque part sous la glace éternelle de Sibérie, d'autres objets attendent peut-être depuis des dizaines de milliers d'années, d'autres campements, d'autres familles, d'autres enfants oubliés. Alors dites-moi dans les commentaires, si vous aviez vécu dans cet immense désert glacé il y a plus de 30 000 ans, auriez-vous eu le courage de partir explorer un monde totalement inconnu? Ou pensez-vous que ces premiers explorateurs ignoraient complètement qu'ils étaient en train de changer le destin de l'humanité? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette incroyable histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Car sous la glace, dans les profondeurs des océans ou sous les sables des déserts, les plus grands secrets de notre passé attendent encore d'être révélés. Et il suffit parfois d'une simple dent de lait pour réécrire toute l'histoire.